Et pour moi, l'expérience que je fais de la spiritualité, c'est vraiment cette connexion, en fait. C'est cette connexion, mais c'est pas seulement cette connexion au monde des humains, mais c'est au monde des plus qu'humains, c'est à tout. En fait, c'est vraiment se rendre compte qu'on est... euh, voilà, c'est voir le verre d'eau là qui est juste à côté de moi et puis se dire mais en fait cette eau ben oui déjà elle vient du robinet, comment est-ce que tout ça fonctionne, et puis en fait cette eau elle a fait le cycle de l'eau plusieurs fois, et puis peut-être qu'il y a des dinosaures qui ont bu dedans, et peut-être qu'elle est passée par le liquide amniotique d'une maman avant d'être, voilà, c'est vraiment sentir qu'il y a une connexion avec le grand tout, toute, donc la grande toute, enfin, de sentir qu'on fait tous partie de cet enchevêtrement, et voir un morceau de pain et penser au blé qui est doré avec le soleil, et à l'univers qui est là. Enfin voilà, c'est vraiment se reconnecter constamment à tout ça, euh, sentir que nos corps font partie d'un cycle, qu'on fait partie de la Terre, qu'on est connecté à la Terre, qu'on est connecté au ciel, et vraiment avoir ces notions-là qui sont imprégnées au fait constamment, et dont on se rappelle en fait. La maternité est-il un chemin spirituel? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parentalité ancestrale. Nous allons donc aborder spiritualité et maternité. J'ai le plaisir et vraiment le grand honneur d'accueillir une personne que j'admire énormément, qui s'appelle Aurélie. Elle va se présenter. Bonjour Aurélie. Bonjour, bonjour Nadège, comment tu vas? Je vais bien, je suis toute excitée de t'avoir dans cette émission. Ah Je non, c'est rêvais vraiment moi qui suis contente de venir et de participer. C'est vraiment super. Merci de m'avoir invitée. avec joie. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour ceux qui nous regardent? Alors, je m'appelle Aurélie de Scoutet. Je suis ostéopathe. J'ai deux enfants qui sont encore petits. Il y en a, ma grande, elle va avoir 6 ans, là, le mois qui vient. Et puis, un petit loulou qui a 2 ans. Je vis à Bruxelles. Et je suis actrice dans plusieurs projets qui me tiennent vraiment à cœur. Donc, j'ai cofondé avec ma sœur une ASBL qui s'appelle Lua Luna, et qui travaille sur vraiment l'empuissancement des femmes à travers les cercles de femmes, à travers la connexion, la sororité, la connexion à soi, la connexion aux autres, la connexion à nos corps. Euh, et puis, j'ai cofondé un autre groupe, on va dire, qui s'appelle Maman Cercle. Et là, c'est plus la méditation, et comment est-ce que se retrouver entre nous pour méditer nous aide à gérer notre quotidien de maman. Wow. Merci. D'ailleurs, c'est par Lua Luna que je t'ai rencontrée, parce que j'ai été dans plusieurs des formations proposées. Oui. Dans l'émission, nous avons le moment vérité. Il s'agit de répondre à une question selon une couleur que tu choisis, avec la couleur noire qui représente l'expérience, la couleur verte qui représente le lien, et la couleur or qui représente les valeurs. Quelle couleur est-ce que tu choisis? La couleur or. Les valeurs. Alors, ma question va être, quelles sont les valeurs les plus chères à ton cœur? Donc, les plus chères, aussi bien dans ta vie personnelle que dans ta vie professionnelle. Mhm. Les valeurs les plus chères à mon cœur. Alors, j'ai toujours dit que si je devrais écrire un livre, il s'appellerait
l'incarnation au féminin, donc vraiment en anglais, parce que je suis très liée au côté anglophone, mon mari est américain, enfin je parle anglais dans ma vie quotidienne, toutes mes lectures se font en anglais, donc désolée si je glisse des mots en anglais. Voilà. En anglais on dit feminine empowerment, embodiment, donc vraiment comment est-ce qu'on revient dans son corps en tant que femme. Donc ça, je dirais que c'est vraiment ma recherche. Est-ce que c'est une valeur? Je ne sais pas, mais c'est vraiment une recherche à un niveau personnel, à un niveau spirituel, à un niveau de mon travail, à un niveau de mes intérêts, en fait. C'est vraiment là-dedans que je vais vraiment chercher. Et je dirais que la valeur, ce serait la on parlait du lien, donc j'ai hésité entre le lien, le vert et l'or. Et c'est vrai que le lien est une de mes valeurs. Je dirais que c'est vraiment une valeur clé pour moi. Le lien, la connexion. Comme je le disais tout à l'heure, la connexion aux autres, la connexion à soi, la connexion à nos corps. Ça, je pense que c'est vraiment une valeur clé. Se sentir connecté, sortir de l'isolement, parce que je pense que quand on se sent connecté, on sort de la peur, on sort des a priori, on sort des jugements, parce qu'on ne on peut pas tenir le bébé d'une autre maman et avoir des a priori. Enfin, je veux dire, on sent bien que quand on rentre dans la connexion, que ce soit aux enfants de la Terre, ben, on sent vraiment que c'est nos enfants. Quoi, voilà. Et donc, de vraiment rester connecté à ce sentiment de qu'on s'appartient mutuellement. Ouais, ça, je dirais que c'est vraiment une valeur clé pour moi. Ouais. Merci Aurélie. Ça me touche beaucoup quand tu as parlé de tenir le bébé d'autres personnes parce que moi, j'en parle souvent, j'ai eu la grande chance d'habiter plusieurs fois en tribu, hein, dans chez Saint-Paul Ier, chez les Woudabé. Et là-bas, c'est vrai que les bébés, les enfants appartiennent à tout le monde. Et il n'est pas étonnant que quelqu'un te dépose son enfant, te demande évidemment, hein, est-ce que tu peux prendre mon enfant, je veux faire quelque chose, et puis il s'en va, comme ça. Et c'est quelque chose d'assez magnifique. En fait, au début, moi, j'étais fort imprégnée de la culture occidentale, je trouvais ça un peu, oh. Et puis, en fait, quand j'ai compris et intégré, en fait, le fait que ben, je pouvais faire pareil, il y a un sentiment voilà, les enfants nous appartiennent, l'enfant de l'autre, c'est aussi mon enfant. Et c'est vrai que c'est quelque chose de difficile à expliquer, mais qui est juste, voilà, tu me reconnectes à cette émotion, merci. Ouais. Oui, c'est ça, c'est vraiment cette sensation que on doit se battre pour nos enfants globalement, quoi. On doit se battre, c'est pas seulement se battre, on doit aimer, on doit aller de l'avant pour tous nos enfants. Et c'est vrai que ce que tu dis là, le fait que les mamans aient cette confiance les unes dans les autres pour juste te laisser leur enfant, mais ça te connecte directement à ça. C'est vrai que moi, dans mon travail d'ostéopathe, voilà, les mamans me font confiance pour que je traite leur bébé et ça me connecte aussi tous les jours à cette notion de maternité du monde partagé, en fait. Ouais. Ouais. Merci. Mmh. Nous arrivons au moment principal, hein, tant attendu de l'émission, qui est donc la vision de l'invité. Et aujourd'hui, tu as choisi de nous parler de la maternité est-il un chemin spirituel? C'est une question qui me passionne. Et on va commencer tout de suite en disant, mais c'est quoi la spiritualité? Oui, c'est une question qui est hyper importante et qui n'est pas spécialement facile à répondre. Hein. Je pense qu'on a beaucoup d'idées, de croyances sur ce que c'est la spiritualité. Voilà, est-ce que la spiritualité est spécifiquement liée à des religions? Est-ce qu'elle est indépendante des religions? Et pour moi, l'expérience que je fais de la spiritualité, c'est vraiment cette connexion, en fait. C'est cette connexion, mais c'est pas seulement cette connexion au monde des humains, mais c'est au monde des plus qu'humains, c'est à tout. En fait, c'est vraiment se rendre compte qu'on est... voilà, c'est voir le verre d'eau là qui est juste à côté de moi et puis se dire, mais en fait, cette eau... ben oui, déjà, elle vient du robinet, comment est-ce que tout ça fonctionne? Et puis, en fait, cette eau, elle a fait le cycle de l'eau plusieurs fois. Et puis, peut-être qu'il y a des dinosaures qui ont bu dedans. Et peut-être qu'elle est passée par le liquide amniotique d'une maman avant d'être... Voilà, c'est vraiment sentir qu'il y a une connexion avec le grand tout, toute, donc la grande toute. Enfin, de sentir qu'on fait tous partie
de cet enchevêtrement et voir un morceau de pain et penser au blé qui est doré avec le soleil et à l'univers qui est là. Enfin voilà, c'est vraiment se reconnecter constamment à tout ça, sentir que nos corps font partie d'un cycle, qu'on fait partie de la Terre, qu'on est connecté à la Terre, qu'on est connecté au ciel, et vraiment avoir ces notions-là qui sont imprégnées, faites constamment. Et Comment est-ce qu'on peut sortir justement des carcans, des dogmes plutôt, hein, des religions imposées? Parce que quand tu parles de spiritualité par rapport à la connexion au tout, en fait, comment est-ce qu'on fait en fait concrètement pour sortir des dogmes, des religions? Parce que c'est ça, ce que moi je retiens de ce que tu partages. Hmm. C'est vraiment un chemin de déconstruction qui, je trouve, est pas facile. Moi-même, j'ai dû vraiment faire ce chemin à plusieurs reprises. C'est pas quelque chose qui a été fait en un coup. Euh, et ben, du coup, j'ai l'impression, en tout cas avec le recul, que les religions, elles ont été faites par des hommes, pour des hommes. Les textes ont été écrits par des hommes. Et il y a très peu qui a été traduit dans nos corps de femmes, en fait. Il y a très peu qui a été intégré dans nos corps de femmes. Et donc, on nous propose des pratiques, on nous propose des cartes spirituelles, des cartes du monde qui sont vraiment liées à une société patriarcale, à une société qui est vraiment dirigée par les hommes. Et je ne dis pas du tout pour autant que les hommes sont mauvais, pas du tout, c'est pas du tout ça que je veux dire, c'est juste que on n'a pas intégré l'autre moitié de l'humanité dans ces cartes-là. Et donc, il faut tout doucement se réapproprier, déconstruire. Et moi, ça a commencé quand j'étais très jeune, parce que donc, j'étais chrétienne catholique, et à l'âge de 16 ans, je me suis fait renvoyer d'un camp catholique parce que j'ai osé poser la question, est-ce que Dieu existe? Enfin, c'était vraiment une question que je me posais fondamentalement, mais en fait, c'est quoi Dieu? Pourquoi est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans d'autres coins du monde et puis qui appellent Dieu d'une autre manière et qui pensent Dieu d'une autre façon? Et en fait, c'est quoi Dieu? C'est quoi cette notion de Dieu? Et à 16 ans, c'est une question que je me suis déjà posée, et du coup, j'ai été vraiment bannie de cette communauté. Et ça a été vraiment un grand choc pour moi parce que je m'étais construite une identité spirituelle autour de tout ça, et j'ai dû lâcher ça. C'était très, très douloureux à ce moment-là. Et puis voilà, la vie a continué. J'ai beaucoup voyagé, vraiment énormément voyagé. J'ai vu beaucoup de choses dans beaucoup de cultures, et je me suis rapprochée du bouddhisme de plus en plus. Et puis je suis devenue formellement bouddhiste. J'ai commencé vraiment un chemin dans le bouddhisme très approfondi, jusqu'à ce que le mouvement MeToo arrive aussi dans les sanghas bouddhistes et fasse éclater la sangha bouddhiste dans laquelle j'étais. Et ça, de nouveau, ça a vraiment remis en question cette notion de pourquoi est-ce que les maîtres dans beaucoup de lignées spirituelles, qu'elles soient bouddhistes, de différentes religions, c'est des maîtres hommes. Pourquoi il y a tellement peu de femmes et pourquoi il n'y a presque aucune mère? Parce que moi, je m'identifie en tant que mère, en tant que femme, mais aussi en tant que mère. Et moi, j'ai envie d'entendre ces femmes-là, j'ai envie d'entendre ce qu'elles ont à dire. Et donc, j'étais très choquée de voir que, en fait, c'était surtout des hommes, et en plus, la plupart blancs, qui avaient énormément de privilèges et qui ne se rendaient pas compte de ce que c'était d'être dans d'autres corps, d'être dans d'autres types de vie, quoi. Et donc, j'ai vraiment, de nouveau, à l'âge de... Quel âge j'avais? J'étais beaucoup plus âgée. C'était il n'y a pas longtemps. J'ai dû redéconstruire en fait toute ma vision d'une religion, on va dire, oui, faite par des hommes, pour les hommes, pour revenir vraiment dans un truc beaucoup plus intuitif par rapport à une pratique spirituelle. Justement, là, j'entends dans ce que tu partages que pour toi, donc déjà le fait que déconstruire, et toi tu as eu la chance hein, d'avoir deux grands chocs qui t'ont permis d'aller plus loin, donc de déconstruire plus vite, puisque tu as dû
tu as été ébranlé profondément dans les fondements que tu avais mis en place. Donc, c'est important, donc la déconstruction. Mais ce qui m'interpelle ici, c'est que pour toi, il y a une différence entre la spiritualité masculine et féminine. Alors, à un niveau absolu, on est juste des humains. À un niveau absolu, on n'est pas différent. On partage, enfin, je pense 99,5% de nos chromosomes. Enfin, on est juste humain et on a tous envie d'être connectés, comme on parlait au début. On a tous cette sensation-là. Donc, je ne pense pas que la spiritualité à un niveau absolu est différente. Mais à un niveau relatif, elle l'est parce que notre expérience est différente. Et je pense qu'elle est liée à notre éducation, juste le fait que, en fait, les petits garçons, on les déconnecte souvent de leur monde émotionnel euh, pour les faire rentrer dans un monde très mental et dans un monde aussi où ils ont vraiment accès à leur corps et à la puissance de leur corps. Euh, Et ça, c'est parce que dès qu'on est petit, les petits garçons, c'est il ne peut pas pleurer, il ne peut pas nanana. Enfin voilà, donc on les déconnecte de cette vulnérabilité et c'est vraiment un énorme trauma pour eux. Et nous, en tant que femmes, en tant que petites filles, on nous déconnecte de notre puissance dans notre corps. On a vraiment cette déconnexion à notre corps. Et donc, la question va se poser à un moment les modèles qu'on a vont être des modèles qui vont faire rentrer les hommes. Euh, ils partent de leur corps pour rentrer vraiment dans leur puissance mentale, on va dire. Donc, c'est vraiment, on monte dans les chakras un petit peu. Tandis que nous, en tant que femmes, j'ai l'impression en tout cas que notre plus grand, là où on a le plus de difficultés, c'est justement re-rentrer dans nos corps parce qu'on nous a pas appris à être en lien avec la puissance de nos corps, à aimer nos corps, à être complètement à l'intérieur de nos corps, à prendre soin de nos besoins physiques, à prendre soin de qui on est de l'intérieur. Voilà, et donc j'ai l'impression que pour moi, en tout cas, c'est ça que je découvre au fur et à mesure, c'est que la, qu'il y a un niveau absolu où on n'est pas différent et il y a un niveau un niveau plus relatif où on doit rentrer dans nos corps en tant que femme. Merci. La question qui me vient, j'ai plein de questions pour toi en fait. Tout à l'heure, tu parlais du rôle modèle féminin. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a touchée parce que quand je suis devenue maman, j'ai été rapidement à la recherche d'une mère universelle. Alors, évidemment, je me suis beaucoup intéressée forcément à Ma parce que voilà, c'est elle qui m'a parlé très fort. Mais en fait, je me rends compte à quel point il manque de rôle modèle féminin qui fort, quoi. Il en manque beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, c'est un gros manque dans notre culture et c'est pas seulement dans notre culture occidentale, je pense que c'est dans beaucoup de cultures et que c'est à nous de les modeler, du coup, c'est à nous d'être ces futurs modèles, enfin à nous et à nos filles et à nos petites filles, c'est pas quelque chose qui va être fait en une génération, mais c'est réfléchir comment est-ce qu'on peut redonner la puissance et comment est-ce qu'on peut redonner les rênes de la spiritualité à tous et toutes, quoi. Comment est-ce qu'on peut sortir voilà, redéconstruire autour de qui sont les modèles et qui a le droit à la parole. Et pour ça, je pense que, enfin, c'est souvent ce qu'on dit, ma sœur et moi, dans les cercles, hein, je pense que tu nous as déjà entendu dire, mais on est face à des questions qui sont vraiment très compliquées à un niveau global. Euh, voilà, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit les opinions, les clivages d'opinions de plus en plus intenses. Pour le moment, on voit ça beaucoup autour de la pandémie. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment des questions qui deviennent de plus en plus compliquées à gérer. Et on nous donne la réponse que d'un type de personnes qui sont des hommes blancs qui ont 40, 50 ans ou plus. Mais on ne nous donne pas du tout la vision et la richesse d'opinion et de pensée d'une très grande partie de la population
qui a des expériences différentes et qui pourrait venir avec des solutions très différentes. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on fait passer le micro, comment est-ce qu'on redonne la parole, comment est-ce qu'on travaille sur toutes ces questions de privilèges, en fait, pour pouvoir vraiment... ouais. Si tu pourrais nous donner ta vision, toi, de la différence entre le féminin, de façon absolue, le féminisme, hein, puisque, voilà, et le féminin sacré, être féminine, voilà. Oui, oui, oui. Oui, c'est très, très important de vraiment mettre des mots et un langage et essayer de commencer à comprendre tous ces termes-là. Donc, pour moi, le féminin, et ça, c'est une de mes enseignantes qui s'appelle Tammy Lynn Kent, qui dit c'est vraiment une manière de faire circuler l'énergie. Et c'est vraiment une manière de faire circuler l'énergie à l'intérieur de notre corps. Je sais pas, moi, j'ai vraiment l'impression que physiologiquement, on a cette manière de... Quand il y a un problème qui se présente, c'est comme si on allait le prendre dans notre corps, le travailler à l'intérieur, et puis après, on va trouver une solution et le remettre à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment la manière dont on a de gérer... parce que c'est un peu, ben voilà, on prend le sperme à l'intérieur, on en fait un bébé, on ressort le bébé, c'est un peu la base physiologique des femmes. Voilà. Et du coup, les hommes, j'ai l'impression de voir ça, mais maintenant c'est peut-être qu'une impression, mais que quand on les voit gérer un problème, c'est comme s'ils géraient ça à l'extérieur de leur corps, comme s'ils géraient ça de manière externe à eux. Et donc, voilà, donc pour moi, le féminin, ça ne veut pas dire être dans un corps de femme ou être... c'est la manière dont on va gérer ces énergies, la manière dont on travaille l'énergie à l'intérieur, la manière dont on fait circuler l'énergie. Et c'est intéressant parce que le féminin, dans différentes traditions, va avoir complètement d'autres... ça va être complètement d'autres notions qui vont être apportées. Par exemple, dans la tradition bouddhiste, le féminin, c'est l'espace. C'est vraiment l'espace, mais qui est en sein de toutes les possibilités. Tandis que dans la tradition hindoue, le féminin, Shakti, c'est vraiment l'énergie qui sous-tend tous les phénomènes. Donc, c'est pas... On sent la différence déjà là. Et donc, de nouveau, nous, ça va être se réapproprier ces notions-là, de voir, mais qu'est-ce que c'est le féminin pour nous? Et le féminin et être féminine, c'est complètement différent. Et être féminine, c'est de nouveau du male gaze, donc c'est quelque chose qui nous est imposé par un regard masculin de nous dire, ben voilà, ça qualifie le fait d'être féminine. Est-ce que être féminine, c'est porter du maquillage, mettre des talons, s'habiller en jupe? Tout ça, c'est vraiment lié à des aspects du male gaze, de la société patriarcale qui nous regarde et qui nous dit ça, c'est être féminine. Pour moi, être féminine, c'est incorporer ce féminin complètement. C'est vraiment revenir dans ces corps qui travaillent l'énergie et se laisser bousculer par ces énergies et puis les redonner vers l'extérieur. Donc voilà, ça pour moi, c'est être féminine. Maintenant, le féminin sacré, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler et je pense que c'est vraiment important d'en entendre parler. Et pour moi, c'est de nouveau on ne se rend pas compte, en fait, mais toutes les images de Dieu qu'on a, c'est toujours des images masculines auxquelles les hommes peuvent vraiment s'identifier. Nous, on a très peu d'images auxquelles on peut s'identifier, à part la Vierge Marie dans notre culture judéo-chrétienne. On a très, très, très peu de modèles de nouveau. Et donc, le féminin sacré, c'est vraiment revenir mettre des modèles de féminin qui ont ces qualités auxquelles on peut s'identifier. Et c'est hyper important de pouvoir, nous, en tant que femmes, dans nos corps de femmes, pouvoir s'identifier à des modèles. Donc, c'est de nouveau ce qu'on parlait par rapport aux modèles. Et le féminisme, pour moi, ça a été très, très, très important dans ma vie. C'est vraiment un mouvement qui m'a aidée à m'affirmer, à comprendre des mécanismes et à me sentir moins isolée. Et je pense que c'est juste la notion de se rendre compte que on a tous des droits et qu'on soit dans des corps de femmes ou dans des corps d'hommes. Entre ces termes-là. Donc, merci à toi. Mais ce qui m'a interpellée ici, donc c'est toujours cette notion qui, j'entends tout le temps dans nos échanges, on parle de rôle modèle, donc du fait de pouvoir s'identifier, c'est hyper important effectivement, à des femmes, des figures en fait de déesses, tout ça. Comment est-ce qu'on peut se réapproprier les mythes et les déesses
comment est-ce qu'on pourrait faire pour s'identifier, enfin, en tout cas, revivre notre spiritualité féminine moi, je vais appeler ça, dans le regard de ces figures-là importantes. Mhm. Ben là, je pense qu'on a un boulot de retraduction à faire. Et oui, parce qu'en fait, les mythes sont... on voit ça. J'ai beaucoup travaillé autour de la sororité, par exemple. Et les mythes de tous les pays ne parlent pas du lien de sœurs. Ils vont parler de l'extérieur de ce que c'est. Par exemple, on va parler des Pléiades, on va parler dans la tradition des Grecs, des Romains, on va parler de certaines sœurs, mais on n'explique pas ce qui se passe dans les sœurs. Et donc, ça montre vraiment que ceux qui ont écrit, que ceux qui ont raconté ces histoires ne sont pas dans ce lien-là. Et la seule tradition où on retrouve vraiment explicitement ce lien et on explique ce lien, c'est la tradition qui vient d'Australie, les aborigènes d'Australie, parce qu'ils ont été, entre guillemets, découverts beaucoup plus tard et que toute la tradition orale a pu être réécrite par des anthropologues. Et donc là, ils ont pu parler directement à des femmes qui parlaient de leurs liens, qui racontaient comment ça se passait dans le sort, et qui racontaient les fous rires, qui racontaient leurs histoires qu'elles se racontent. Et donc, on peut sentir intuitivement que les femmes se sont racontées des histoires, se sont parlées, que toute cette transmission, elle a été faite et que là, on l'a perdue parce qu'elle n'a pas été... voilà, que maintenant on est sorti de ces villages, enfin, de ce dont on parlait au début. Enfin, on a vraiment coupé le lien de la transmission. Et donc, il faut le remettre, il faut se réapproprier ces mythes, il faut en reparler, il faut les retraduire à travers nos corps. Et il y a un mythe que je trouve vraiment superbe qui a été retraduit et retraduit par plusieurs femmes, mais donc je ne sais pas comment est-ce que je vais le retraduire ici, mais que je vais vous raconter. Donc c'est le mythe de la naissance du yoga. Et on dit que le mythe de la naissance du yoga, c'était Shiva qui était dans un lac dans l'Himalaya et qui était avec sa femme Parvati et qui lui a montré le yoga et qu'il y a un petit poisson dans le lac qui est venu et qui a vu le dieu Shiva en train de faire des mouvements et puis il a demandé qu'est-ce que c'est et puis il s'est transformé en homme et Shiva lui a montré le yoga. Donc ça c'est le mythe qu'on retrouve dans les Védas traditionnels dans la tradition hindoue. Et alors, il y a une femme qui a retraduit ce mythe en disant non, en fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé. La véritable histoire, c'est Parvati, elle habite avec son mari Shiva dans l'Himalaya. Et un jour, elle va se laver dans le lac à côté de chez elle. Et puis, elle est sur les berges du lac et elle voit un petit rayon de soleil qui sort et puis, c'est vraiment chouette. Alors, elle voit une pierre en plein milieu du lac et puis elle va nager jusqu'à la pierre et puis là, il y a le soleil qui est en train de baigner cette pierre et elle se couche sur cette pierre, elle est toute nue et puis elle s'étire, ça fait tellement du bien de sentir le soleil sur sa peau et la pierre qui est chaude et elle commence à s'étirer tout doucement et juste à faire bouger certaines de ses articulations, mais tout doucement en étant vraiment en profitant, en sentant, en étant complètement présente à ce qui se passe. Mais il y a Shiva qui est sur les berges du lac et puis qui voit sa femme en train de faire ça, il l'observe et il se dit « Waouh, mais c'est génial, ça a l'air trop top là ce qu'elle est en train de faire. Je vais essayer. » Et donc, il va dans la forêt un peu plus loin, mais c'est un dieu, c'est Shiva, il est sérieux, quoi. Alors, il n'a pas vraiment les mêmes mouvements, et donc, il fait des trucs très symétriques, très droits, très carrés. Quand elle était toute dans la fluidité, dans la douceur, dans une espèce de danse avec elle-même, lui, il devient complètement strict dans ses mouvements, et puis là, il y a les habitants du village d'à côté qui le voient et qui disent « Ah, mais il y a le dieu Shiva qui est en train de faire ce truc-là, il faut absolument qu'on aille apprendre ce qui se passe. » Et donc, il voit et puis, voilà, il demande « Mais dieu Shiva, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Il dit « Ah oui, ça c'est du yoga, alors il faut mettre un pied devant, un pied derrière, le chien tête en bas, les trucs, nanana, nanana. Et puis, toi, tu vas aller là-bas, et puis toi, tu vas faire un niveau 1, toi, tu vas nanana. » Et donc, c'est vraiment... Voilà. Mais en attendant, comment est-ce qu'on peut revenir à cette
à Parvati, à cette notion d'être complètement, d'habiter son corps et d'être bien avec son corps. Donc ça c'est comment est-ce qu'on retraduit nos mythes et comment est-ce qu'on peut le faire avec plein d'autres mythes. Mais celui-là, je l'aime particulièrement. Et je pense que comme c'est beaucoup d'hommes qui ont raconté les histoires, malheureusement, les histoires en tout cas écrites, je pense qu'on a perdu ça. Et effectivement, c'est important de réécrire nos histoires, de se les réapproprier et de voir cette muse qu'on a toujours été, en fait. Et moi, j'aime beaucoup cette conviction qui s'est installée en moi dans le fait que tout part toujours du féminin. Donc, la femme inspire. Donc, ça part donc toujours de ce mouvement féminin en soi, hein, qu'on soit homme ou femme, pour aller vers l'extérieur. Donc voilà, donc tu as créé un chamboulement à l'intérieur de moi avec ton histoire, avec le mythe. Merci beaucoup. Avec plaisir. Waouh. Et puis on peut revenir maintenant au thème d'aujourd'hui. Avec tout ce qu'on a raconté, la maternité est-il un chemin spirituel? Oui, c'est une grande, grande question et pour moi, ça a été vraiment une énorme question parce que justement, le chemin spirituel était vraiment fondamental à ma vie, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, au moment où je suis tombée enceinte, j'étais encore dans cette sangha bouddhiste et je partais en retraite toutes les 6 semaines. Je partais des fois à des mois en retraite d'assises méditative. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui était clé, fondamentale. C'était la base, en fait, de ma vie. Et donc, quand je suis tombée enceinte, en un coup, j'arrivais plus à m'asseoir sur le coussin. Et ça m'a vraiment déstabilisée parce que j'étais plus capable de m'asseoir. Et puis voilà, ma fille est née, puis je n'ai plus jamais retourné en retraite de cette manière-là. Et donc, j'ai de nouveau dû beaucoup déconstruire autour de cette pratique formelle pour vraiment comprendre, mais au fait, que la maternité, c'est un chemin spirituel en soi, que la parentalité, c'est un chemin spirituel en soi et qu'il n'y a pas à forcer des pratiques en dehors de ça, en tout cas pour ma part. Je dis pas que c'est pas... Et c'est pas pour autant que les bases de la pratique et que ce que j'avais expérimenté au niveau de la méditation, etc., ne m'ont pas aidé à travers la maternité. Mais c'était juste revenir à quelque chose de beaucoup plus intuitif et de sortir d'une pratique formelle carrée pour revenir dans quelque chose de comprendre qu'au fait, c'était peut-être plus facile de m'asseoir sur mon coussin quand il n'y avait pas de bébé autour, de bruit et tout ça, que de rester avec mon bébé qui était en train de pleurer et puis de l'accompagner dans ses pleurs. D'une certaine manière, ça, c'est une pratique spirituelle très, 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 très difficile et que c'est une pratique qui est, oui, que peut-être voir le sacré quand on n'est pas dérangé toutes les 3 secondes et quand on peut être dans sa méditation très profonde, c'est facile, mais voir le sacré dans les langes et les tartines et les, et les salles de bain qui débordent d'eau et voilà, nos enfants qui sont en même temps tellement fantastiques et puis qui viennent vraiment appuyer sur les points qui sont difficiles, rester avec tout ça, ça c'est vraiment une pratique très 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 avancée. Et voilà, donc j'ai vraiment vu aussi à quel point cette maternité me faisait lâcher, lâcher et lâcher. Parce que c'est ça le chemin spirituel, c'est à un moment, c'est arriver à se défaire de beaucoup de choses aussi. Enfin, et en fait, la maternité, ça m'a amené là sans que je le veuille, mais c'était un peu obligatoire de voilà, lâcher mes croyances, lâcher mes envies, lâcher le fait d'aller... de penser que j'étais quelqu'un parce que j'avais une pratique spirituelle ou lâcher cette notion de il faut que j'aille voir mes copines pour me sentir bien. Enfin, tout ça, c'était vraiment cette lâcher l'ambition, lâcher le contrôle surtout. En fait, c'était surtout ça. C'était surtout le lâcher le contrôle. Et ça, je pense qu'on fait toute l'expérience de ça dès le premier moment, que ce soit pendant la grossesse ou l'accouchement. Enfin, on doit lâcher le contrôle, on doit lâcher la maîtrise pour être complètement ouvert
à l'autre, en fait, ouvert dans tous les sens du terme quand on s'ouvre, voilà, quand on accouche ou quand on devient maman, on doit s'ouvrir complètement à toutes les nouvelles situations, à être là, présent. Et ça, pour moi, c'est vraiment devenu... oui, donc pour moi, ça, c'est un vrai chemin de guerrière spirituelle, quoi. C'est pas de la petite gnognotte, quoi. C'est... Voilà. Merci pour ton partage. Je partage totalement, totalement. J'aimais beaucoup dire, moi, j'ai découvert l'intensité des émotions en moi quand mes enfants sont venus dans ma vie. Parce qu'avant, on disait que j'étais une femme toujours joyeuse et assez zen, assez calme. Et puis, j'ai eu des enfants. Donc, et surtout des jumeaux. Donc là, ma fille, ça a déjà été un vrai chamboulement, beaucoup de lâcher. Et puis j'ai eu des jumeaux. Et je crois que là, c'est vraiment un chemin d'ouverture et d'acceptation de ce qui est là. Et c'est vrai que c'est un vrai chemin spirituel. Et d'amour aussi. J'ai oublié de dire à quel point on se découvre dans l'amour. Et ça, je pensais avoir vécu des histoires d'amour avec les hommes dans ma vie. Enfin, et puis en fait, je me suis rendu compte que aussi là, c'était encore un autre niveau, quoi. Il fallait, voilà, c'était aussi un niveau de guerrière, quoi, cet amour qu'on a. Oui, un amour tellement pur et tellement fort. Mm. Et je recommande souvent aux mamans que j'accompagne d'aller regarder aussi souvent que possible leurs enfants dormir après les journées difficiles. Tu vois, une après-midi, une soirée où on n'a rien contrôlé, ça a été un petit chaos, et puis Mm. ils s'endorment. Moi, Mm. rien que de te le dire là, je suis connectée à cette vastitude en moi de les voir dormir comme des petits anges alors que ma salle de bain est encore dans le chaos et Mm. c'est un énorme chemin. Mm. Ouais, ouais. Et puis, je pense que on a parlé de modèle beaucoup, mais je pense que ça, c'est aussi une des choses qui m'a vraiment touchée, en fait. C'est que on sait, c'est des éponges, on sait qu'ils absorbent tout, mais donc du coup, pour pas les mettre dans les mêmes situations dans lesquelles moi j'ai été, de manque d'estime de moi, de manque de confiance, de tout ça, mais je me rends compte que le travail, il doit vraiment se faire par moi aussi. Et donc, qu'en fait, il me pousse encore plus loin sur des questions d'acceptation, d'amour de moi-même, enfin voilà, pour qu'ils ne reproduisent pas les mêmes schémas. Et donc de nouveau, là, ils me poussent encore plus loin dans mes retranchements, dans les choses où c'est pas facile. Et ça aussi, pour moi, c'est un chemin spirituel, de vraiment aller me confronter à ma propre histoire, à nettoyer mes blessures, à les penser, à leur donner de l'affection. Tout ça, c'est aussi quelque chose... ouais, ouais. Merci Aurélie. Mm. Je pense que tout est dit sur ce sujet, mais Mm. on arrive au dernier moment de l'émission qui est donc Mm. le mot de la fin. Est-ce que tu as envie de nous partager une anecdote ou voilà, c'est ouvert. Hmm. Il y a une phrase qui me vient là de... Justement, j'ai parlé de mon enseignante, Tammy Lynn Kent, et elle dit cette phrase qui, je trouve, est très, très juste, en tout cas, pour tout ce qu'on est en train de vivre pour le moment. Elle dit un monde qui est en lien profond avec le féminin est un monde qui prend soin de la terre, qui prend en compte les générations passées et les générations futures. Voilà, alors c'est juste ça, en fait. J'aimerais qu'on aille vers ce monde-là, en fait. C'est vraiment mon souhait le plus profond. C'est qu'on aille vers un monde qui prend soin de la terre et de toutes de nos ancêtres et de ceux qui vont nous suivre. Mm. Ouais. Oui, il y a des phrases comme ça qui disent tout, qui... Ouais, qui Ouais. englobe. Ouais, voilà. Merci pour tout ça, Aurélie. Où est-ce qu'on peut te trouver? Parce que je mettrai voilà, dans la présentation de la vidéo, je mettrai les liens. Qu'est-ce Mhm. que tu fais, toi, pour les mamans aujourd'hui? Donc, vous pouvez me trouver sur le lien www.mamancercle.love. Donc ça, c'est une chose. Il y a Loa Luna, ma sœur et moi, on donne des formations, on fait des retraites cet été en Belgique et en France.
On a des cercles qui sont en présentiel, voilà, malgré les difficultés. C'est aussi important de se retrouver en présentiel avec tout ce qui est nécessaire pour ne pas se transmettre ce virus. Et puis il y a aussi comme j'ai dit, des retraites cet été. Donc ça, c'est Lualuna, www.lualuna.com. Et voilà, mon cabinet, s'il y a vraiment une question plus spécifique par rapport au physique, par rapport au petit bassin. Donc, je travaille beaucoup en interne au niveau des tissus vaginaux pour essayer d'enlever les tensions aussi suite à des accouchements, suite à des difficultés à ce niveau-là. Voilà, donc ça, c'est ostéonatal.com. Merci pour tes transmissions. Avec plaisir. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager, abonne-toi, active la cloche de notification et si tu as envie de passer de maman réactive qui n'est pas satisfaite de sa vie de femme et de maman actuellement à maman souveraine, celle qui prend soin, une maman consciente, présente, bienveillante, dans la barre de description de cette vidéo, découvre la pause sacrée de maman. Ça pourrait bien changer ta vie.